The Flash est un film qui porte un message ambigu, qui prend des formes artistiques très étranges et nous laisse une flaque en guise d'adieu. Sur la base de cette intro, je vous laisse deviner s'il s'agit bel et bien du meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight, comme annoncé par certains enthousiastes. Sachez que cette vidéo sera d'abord sans spoiler, mais que des illustrations issues des bandes annonces seront utilisées, sachant que je vous préviendrai avant de passer au gros spoiler. Vous le savez sans doute, ce film aurait dû sortir il y a très longtemps. Le projet initial remonte à 2016 pour une sortie en 2018 et l'implication du réalisateur Andy Muschietti a été confirmée fin 2019 et nous voilà à la mi-2023 face à un film qui occupe une place bien étrange dans un univers DC qui reste pour une partie du public en deuil de la vision portée par Zack Snyder. Pour rappel, ce film s'appuie sur le comics Flashpoint qui avait été utilisé dans le monde complexe des BD pour remettre un peu d'ordre et lancer un nouvel univers unifié, The New 52. Une situation inconfortable donc puisque le film pourrait annoncer le futur de l'univers DC au cinéma, le problème étant que ce futur n'était pas défini au moment du tournage, sachant que ce chantier, notamment confié à James Gunn, est encore en cours. On a donc le film parfait pour annoncer de grandes évolutions, mais sans aucune connaissance des évolutions en question. Au final, on constate que le film est nettement plus la conclusion d'une ère plutôt qu'une ouverture sur la suivante, ce en quoi on pourrait voir un point commun avec les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui lui aussi est dans son coin de l'univers, tout du moins, tourner une page. Il faut savoir que je suis nettement moins tatillon que d'autres sur la question des effets numériques. Je ne me prends pas pour un spécialiste et je n'aime pas du tout la mode qui consiste toujours à dénigrer les effets numériques d'un film pour se donner un genre alors qu'ils passeront très bien pour une immense majorité du public en réalité. Avec The Flash, difficile de faire l'impasse puisque le film fonce la tête la première vers ce territoire étonnant et angoissant qu'un roboticien japonais avait dénommé la vallée de l'étrange. Si Masahiro Mori parlait de l'impression dérangeante que nous laissent ces robots ressemblant aux humains sans en être vraiment, l'expression s'est étendue, à juste titre, aux tentatives de rendre des visages humains via des effets numériques. Parfois c'est incroyablement bien fait et je ne doute pas que très prochainement il deviendra impossible de les distinguer, ce qui représente une terrible menace potentielle, mais bon, c'est un autre sujet. Et parfois, ces tentatives sont franchement affreuses ou juste un petit peu tristes, et c'est totalement le cas dans The Flash qui use et abuse, parfois sans la moindre justification artistique, de ces consternants visages virtuels. Cet usage est lié à une autre question épineuse du film contredisant son propre message, mais ce point sera mieux traité dans la partie spoiler, donc un peu de patience. Au-delà d'un usage presque polémique des visages numériques, le problème se pose dès la première grosse scène d'action en super vitesse de ce film. Des bébés sont représentés sans en dire trop, et ils font tellement faux que la gêne de les regarder vous gâche immédiatement le reste de la scène, et ce, quelles que soient les qualités de chorégraphie de la scène par ailleurs. On peut le dire, la comparaison avec les fameuses scènes de Quicksilver dans Days of Future Past ou encore X-Men Apocalypse n'est absolument pas en faveur de The Flash, qui tente pourtant de s'en inspirer. Si on fait abstraction de ces aberrations visuelles, que vaut le film? Je dirais qu'il est au mieux moyen. Le principal intérêt du film, c'est Michael Keaton en vieux Batman. L'acteur donne le change malgré ses 71 ans et il n'est pas dans le surjeu dans lequel menace sans cesse de sombrer Ezra Miller. Je n'ai jamais été fan de l'interprète principal, même avant d'avoir connaissance de ses multiples frasques et délits. Ici, on peut dire que ce qui met sa performance en valeur, c'est bien sûr la confrontation de Barry Allen à son double. En effet, les deux personnages n'ont pas le même caractère du fait d'une maturité et d'un vécu différent, ce qui permet de jouer de ce contraste pour donner un peu d'épaisseur à un personnage qui était, sans aucun doute, pour moi, le moins intéressant du film Justice League, Snyder Cut, bien sûr, l'autre n'existe plus. Parmi les caméos que les trailers ont déjà révélés, on a le plaisir de revoir brièvement Ben Affleck en Batman comme en Bruce Wayne, et sa présence donne immédiatement plus de prestance à ces quelques scènes, même s'il faut bien dire que le nouveau costume de Batman ne convaincra pas tout le monde avec un masque au nez trop froncé.
pour ne pas être un poil ridicule. Vous l'avez également vu dans les bandes annonces, on a Sasha Calle dans le rôle de Sarah Zor-El, alias Supergirl. De mon point de vue, l'actrice ne démérite pas, mais sur la base du script et surtout du temps d'écran qui lui est imparti, elle ne peut guère faire de miracle et n'a pas le temps de développer plus de 2 ou 3 attitudes. Et autant le dire tout de suite, le traitement de ce personnage, sans trop en révéler encore une fois, est pour moi un des vrais gâchis de ce film. Au-delà de l'interprétation, la tonalité de The Flash penche nettement vers une comédie d'action dans laquelle on aurait injecté quelques shots de gravitas en lien avec l'histoire familiale tragique de Barry et les décisions qu'il aura bien sûr à prendre à ce sujet. The Flash passe son temps à évoquer Retour vers le futur, référence ultime des films de voyage dans le temps, tout en donnant un petit coup de pied au passage à la conception du multivers présenté chez Marvel, et notamment dans la série Loki, que j'ai personnellement bien apprécié. Le problème ici, c'est que le film n'est pas vraiment à la hauteur des concepts pourtant intéressants qu'il propose en remplacement. Il se targue de saisir des enjeux plus complexes, mais se perd ensuite dans une exécution médiocre et des retombées qui varient entre le moins ok et le vaguement consternant. Puisqu'il s'agit surtout d'une comédie d'action, parlons de l'action, on est quand même chez les super-héros et pas les plus faibles, sachant le potentiel de Flash. Certaines scènes d'affrontement usant de la super vitesse fonctionnent correctement, mais à mes yeux du moins, rien d'aussi impactant que l'affrontement vu dans Eternals entre Makkari et Ikaris. Les scènes de combat de Batman sont assez correctes aussi, mais on reste bien évidemment très loin de la démonstration de force de Snyder dans la scène de l'entrepôt de Batman v Superman. Sachant que la bande-annonce a aussi spoilé l'importance du général Zod, je peux dire sans aucun doute possible que l'expression de puissance qui ressortait des affrontements dans Man of Steel écrase ce dont est capable The Flash, pourtant 10 ans plus tard. Ce que réussit plutôt bien ce film, c'est de poser l'amour de Barry Allen pour sa mère et l'incroyable difficulté des choix qu'il doit faire, confronté aux limites de pouvoir quasiment divin pourtant, face au deuil. Je ne préjugerai pas de la fragilité d'Ezra Miller en tant que personne, mais cette fragilité est convoquée avec une certaine authenticité dans ce rôle, lors de scènes familiales ou en duo, qui sont sans doute, au final, les meilleures du film, avec celle de Michael Keaton. Avec un film moyen et des personnages aussi mythiques, je pense que le film n'échappera pas à une petite guéguerre d'avis entre ceux qui voudront le défendre bec et ongle et ceux qui en ressortiront déçus, voire consternés. Si vous allez le voir, prenez ce qu'il y a de bon, mais ne vous attendez clairement pas à un grand film. Je vais en venir à quelques spoilers maintenant afin de pouvoir parler des problèmes que peuvent poser certaines décisions du film, et ce à 2 niveaux. C'est bon, vous êtes prêts pour les spoilers ? Alors maintenant que je peux en parler, j'ai quand même envie de souligner que le Chrono Bowl, cette sorte d'amphithéâtre du temps, est quand même aussi moche, presque aussi moche que certaines des scènes de Quantum Mania, ce qui n'est pas peu dire. À peu de choses près, on peut dire que The Flash va nous dire l'inverse de ce que professe Spider-Man Across the Spider-Verse, tout en faisant l'inverse de ce qu'il professe lui-même. Alors oui, c'est flou pour le moment, laissez-moi vous expliquer tout ça. L'un des propos essentiels de Spider-Man Across the Spider-Verse est que les héros ainsi que leurs histoires ne devraient pas se laisser enfermer dans des carcans narratifs sans cesse répétés, avec des tragédies qu'il faudrait nécessairement accepter car ce sont elles qui feraient des héros ce qu'ils sont. Et donc The Flash dit à peu près l'inverse, à savoir certaines tragédies sont inévitables et s'efforcer de les nier ou de les éviter ne peut qu'amener plus de chaos. C'est tout simplement un message sur l'acceptation du deuil. Malheureusement, tout en affirmant en quelque sorte que les êtres chers perdus et le passé doivent rester là où ils sont, The Flash vient conjurer sans vergogne l'image recréée numériquement d'acteurs morts afin de jouer de la grandiloquence de caméos extrêmes. Le pire étant sans doute celui de Christopher Reeve, accompagné, si je ne me trompe, de la version de Supergirl incarnée par Helen Slater. On a aussi des références à la série Batman des années 60, ou encore à la version de Superman imaginée par Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle. Comme souvent, le film utilise le multivers comme métaphore de l'histoire d'Hollywood et inversement, une tentation nombriliste qui commence à perdre très légèrement de sa fraîcheur au bout d'un siècle d'utilisation. Vous aurez compris le problème si le film professe de laisser les disparus reposer en paix et de savoir faire son deuil. Il s'amuse aussi à brandir ces icônes du passé sans leur consentement pour les morts, ça va de soi. Et tout cela uniquement pourquoi ? Eh bien pour venir agiter ces personnages tels des hochets destinés aux fans avides de crier en pointant l'écran du doigt
pour faire preuve de leur statut de connaisseurs véritables. Outre ce point pour le moins épineux et gênant, reste aussi quand même le déroulement du film au premier degré et sa scène post-crédit gênante. En résumé, on a donc Barry qui n'écoute pas les mises en garde d'un des hommes les plus intelligents de la planète, en tout cas dans son univers, à savoir Bruce Wayne, et qui va décider de tenter de sauver sa mère en allant modifier le passé. Ce faisant, il condamne au moins une version de l'humanité à une destruction plus ou moins totale. Son double devenu fou s'empêche lui-même de détruire la réalité, et au final, c'est en rangeant la boîte de tomates sur un rayon plus élevé qu'il sauve son père de la prison, sans l'avoir vraiment cherché. Il a modifié sa réalité au passage, ou se retrouve dans une réalité parallèle, ce n'est jamais totalement clair, étant donné les paradoxes, mais bon, il a enfin un rancœur avec Iris West, et va pouvoir goûter aux joies du sexe, parce que bon, quand même, il a bien travaillé, et il mérite une récompense. Et si vous aviez un doute quand je dis ça, c'est du second degré. Alors on peut supposer que la destruction de cette version alternative de la Terre était inévitable, dans l'ordre des choses, mais là encore, c'est loin d'être clair, et on peut dire que Barry gère plutôt bien finalement la culpabilité potentielle d'un acte aussi immense. En scène post-crédit, la sortie de beuverie avec Arthur Curry alias Aquaman ne sert qu'un discours méta pour souligner que si Aquaman est toujours plus ou moins le même dans le multivers, on peut se rassurer, Jason Momoa continuera de l'incarner dans l'univers DC au cinéma. Ouf. Si tourner l'alcoolisme en élément humoristique n'était pas déjà assez cringe en soi, la fin du personnage dans une flaque d'eau dégueulasse d'un trottoir de Central City ou je ne sais où achève de souligner la nullité de cette scène. À vrai dire, l'un de mes moments préférés du film reste la séquence du chien en train de tomber au ralenti et qui agrémente joliment le générique de fin du film. Un dernier mot pour souligner combien il est décevant de proposer une version aussi prometteuse de Supergirl pour aussitôt l'enfermer dans une boucle de mort sans fin, une terre condamnée d'avance. Franchement, on a rarement vu une introduction de personnage aussi sabordée d'avance pour éviter que le studio n'ait à lui imaginer un avenir possible. Alors peut-être qu'une Supergirl jouée par une américano-colombienne est jugée comme trop risquée, je n'en sais rien. Si voir l'égérie mondiale de Nespresso de retour en Bruce Wayne vous a empli de joie, je vous invite à laisser un pouce en l'air, et si vous aimez les chiens qui tombent au ralenti comme moi, pensez à vous abonner à la chaîne et à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et dans le cas contraire, si vous ne faites rien de tout ça, eh bien, je vous enverrai dans le Chrono Ball en compagnie des versions spaghetti de Scott Lang et de Barry Allen. Je vous invite à rester à l'affût des éventuelles vidéos shorts qui pourraient apparaître sur la chaîne alors que je suis au festival d'animation d'Annecy. Je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!